Nous savons, je l'ai dit plusieurs fois, qu'en éthologie, c'est-à-dire dans la science des mœurs des animaux, en éthologie, dans les groupes d'animaux les plus serrés, les plus individualisés, les animaux qui vivent en banc ou en vol, les espèces apparemment les plus grégaires règlent cependant la distance interindividuelle. Et cette distance réglée entre les individus, qui vivent pourtant très serrés les uns contre les autres, cette distance s'appelle la distance critique. Eh bien, je pense que ce serait le problème le plus important du vivre ensemble, ce serait de trouver et de régler la distance critique. Qu'est-ce que ça veut dire, la distance critique? C'est la distance au-delà ou en deçà de laquelle il se produit une crise. Vous savez, il ne faut jamais oublier l'étymologie, hein, et il ne faut jamais oublier que le mot critique doit être attaché au mot crise. Alors, ce problème de la distance critique est d'autant plus aigu aujourd'hui que dans notre monde, qui est un monde, disons, industrialisé, ce qui coûte cher, c'est-à-dire le bien absolu, c'est la place. Avoir de la place dans les maisons, dans les appartements, dans les trains, dans les avions, dans les cours, dans les séminaires. Le bien véritablement luxueux, c'est d'avoir autour de soi de la place. C'est ça qui coûte le plus cher, et donc ce qu'on peut donner de plus précieux à quelqu'un, c'est de lui donner de la place, qui assure la distance critique. Cette distance critique, c'est une distance qui est douée d'une valeur, au sens fort du terme. Alors, cette valeur ne doit pas être prise dans la perspective mesquine, n'est-ce pas, d'un simple quant à soi. La distance critique n'essaye pas seulement de préserver un petit quant à soi dans le vivre ensemble. Je rappelle que Nietzsche fait de la distance entre les êtres une valeur forte, une valeur rare. Le pathos des distances. Le pathos des distances, eh bien, ce qui est désiré dans l'utopie idiorhythmique, ce qui est désiré, c'est une distance qui ne casse pas l'affect. C'est cette quadrature du cercle, une distance qui ne brise pas ou qui n'uniformise pas l'affect. Et l'expression pathos des distances me paraît une très belle expression, dans la mesure où elle fonctionne un peu comme quelque chose d'extrême, de presque impossible à réaliser, une distance pénétrée, irriguée de tendresse, un pathos où entrerait à la fois de l'éros et de la sophia. Peut-être en son genre, avec les distinctions d'époque et d'idéologie, comme ce que visait Platon sous le nom de sophronistère. Le sophronistère, c'est un mot qui est construit comme phalanstère et comme ascétère, n'est-ce pas, là où on fait de l'ascèse. Le sophronistère, sophrone veut dire modéré, sage, et on peut imaginer un sophronistère où on arriverait à la fois à combiner Eros et Sophia. Alors on rejoindrait ici, je dirais, on rejoindrait cette valeur que j'essaye peu à peu de définir sous le nom de délicatesse. Mot quelque peu provoquant dans le monde actuel. Vivre ensemble selon la délicatesse voudrait dire vivre vis-à-vis des autres à la fois dans la distance et dans les égards. Ça serait accomplir ou réaliser une absence de poids dans la relation et cependant une chaleur vive de cette relation. Et renoncer activement aux images des uns et des autres et éviter tout ce qui peut alimenter
l'imaginaire de la relation. Et tout ce qui peut alléger ou annuler ou périmer l'imaginaire d'une relation, c'est proprement utopique, puisque c'est l'image même du souverain bien. Une relation d'amour sans image, ce serait une relation parfaite et en quelque sorte éternelle. Voilà pour l'utopie. Et maintenant, la méthode, ou plutôt, et la méthode, point d'interrogation.